Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre magazine dédié à l'innovation et aux questions du numérique. On va commencer avec celle de l'éthique sur l'intelligence artificielle. Vous savez que les logiciels sont de plus en plus autonomes et intelligents. Comment est-ce qu'on peut apporter cette garantie humaine? Il ne s'agit pas d'un concept abstrait, mais bien de choses très opérationnelles que nous allons découvrir avec David Gruson, qui est le fondateur d'Ethique IA. Et je dois préciser que ce principe fait même son apparition dans des textes de loi. Et puis nous découvrirons en plateau des nouveaux robots, des robots qui changent l'industrie pour l'industrie du futur. On les appelle des robots collaboratifs, les cobots. On aura un exemplaire en plateau. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber. On reviendra sur le piratage des caméras de vidéosurveillance. Hélas, il ne s'agit pas d'une nouveauté, c'est plutôt un vol parmi tant d'autres. Enfin, on conclura, comme tous les lundis désormais, par notre opération Smart Tech contre Covid. Mais donc d'abord, place à l'interview. Alors, on va parler de cette garantie humaine appliquée à l'intelligence artificielle. On en parle avec David Gruson. Bonjour David. Bonjour Delphine. Je disais que vous étiez fondateur de l'initiative Ethique IA dont nous allons parler. Vous êtes aussi le directeur programme Santé Jouve. Alors, vous êtes engagé dans la construction d'outils de régulation positive dans le déploiement de l'IA, de l'intelligence artificielle et de la robotisation dans le domaine de la santé. Donc, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. À quel stade de déploiement déjà aujourd'hui en est-on de l'intelligence artificielle dans la santé? On a dépassé la science-fiction, on est vraiment dans quelque chose qui se diffuse largement, avec quand même des terrains d'hétérogénéité de déploiement. De loin, le champ le plus rapide de déploiement de l'IA en santé, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'images par apprentissage machine. Vous allez entraîner une intelligence artificielle à reconnaître sur un scan ou un IRM le signe ou l'absence de signe d'une pathologie. D'autres cas d'usage se diffusent. On l'a vu par exemple sur les grains de beauté, l'analyse. Exactement, le diagnostic du mélanome, dans toute une série de cas d'usage, également en ophtalmologie, donc dans quasiment tous les champs médicaux qui utilisent de l'image. Puis après, vous avez d'autres champs de développement de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'IA de pilotage par les données, où on va analyser les données de santé d'une population déterminée pour en déduire des actions de prévention ou des actions d'anticipation de la prise en charge des patients. Avec, j'imagine, une accélération pendant cette crise Covid-19. Oui, il y a eu un vrai effet de bascule digitale. On l'a vu dans le domaine médical, on l'a vu aussi dans les questions des fonctions support du système de santé. C'est ce qu'on fait avec Jouve. On a mis au point une solution d'IA d'automatisation de l'admission des patients dans le domaine hospitalier. Donc une vraie bascule, les choses s'accélèrent. On est maintenant dans le réel. Il faut s'y préparer et en réguler aussi les risques éthiques. Alors justement, quels sont les aspects éthiques qui vous semblent importants d'adresser aujourd'hui ? Alors c'est un travail qu'on a mené avec Ethique IA, c'est une initiative qu'on a déclenchée en 2017, qui a rassemblé un peu plus de 800 contributeurs. D'abord des gens venant de l'informatique s'intéressant à la santé, puis des gens de la santé qui s'intéressent au numérique. On est allé au-devant des propositions dans le cadre de la préparation de la révision de la loi de bioéthique, qui termine son parcours actuellement au Parlement. Alors j'ai eu l'honneur, avec Claude Kirchner, qui est le président du Conseil d'éthique d'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle, d'avoir co-dirigé les travaux de préparation du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui a été mandaté pour préparer cette loi de bioéthique. Et il y a un article 11 qui reprend nos analyses, nos propositions pour réguler les risques éthiques. Alors, donc avec une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Alors, le risque qu'on cherche à réguler, finalement, le risque essentiel, c'est celui de ce qu'on a appelé la délégation. Oui. La délégation de la décision médicale, la délégation du consentement du patient, finalement, accepter telles quelles les propositions de prise en charge, d'orientation médicale amenées par la machine sans prise de recul. Donc l'idée, c'est de garder au fil du processus une certaine forme de supervision. Vous l'avez dit aussi, c'est une notion de régulation positive. Il ne s'agit pas, à travers cette loi de bioéthique, de bloquer l'innovation en France. Ça a été notre préoccupation permanente depuis 2017, de créer en fait un cadre. Régulation ne veut pas dire aller contre l'innovation. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce qu'il y a dans l'article 11? En fait, vous avez deux nouveaux principes qui, vous allez voir, sont simples et brefs, en sachant évidemment qu'ils s'ajoutent à tout le corpus du règlement général sur la protection des données. On a quand même un socle réglementaire important en France et en Europe. Donc sur l'IA, deux principes et deux principes seulement en plus. D'abord,
l'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge. Si je suis professionnel de santé, je devrais expliquer au patient que je vais avoir recours à un traitement algorithmique dans sa prise en charge. C'est une manière de l'éclairer pour qu'il puisse exprimer un consentement plus avisé à son protocole de soins. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, la garantie humaine en tant que telle, une supervision par des professionnels, des représentants des patients, de l'algorithme au fil de son fonctionnement. Alors, cette responsabilité, elle porte sur qui? Qui va devoir la respecter? Alors, sur l'information aux patients, ça, on voit bien, c'est assez clair. Mais en revanche, sur la supervision humaine, la garantie qu'il y aura toujours un homme derrière, un homme, une femme, derrière le développement des logiciels. Alors, on a essayé d'y travailler. C'est le fabricant de produits, Oui. c'est le développeur? Alors, on a essayé d'y travailler, là, depuis encore une fois un petit peu plus de 3 ans, en faisant des démonstrateurs d'application de la garantie humaine. L'idée, c'est que cette bonne garantie humaine doit être collégiale. Je prends un exemple précis pour qu'on comprenne bien les choses. On a fait le premier pilote d'application de garantie humaine de l'IA avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'Union des dentistes, qui pilote un programme sur une cinquantaine d'établissements de prise en charge de personnes âgées et de personnes handicapées, avec l'application d'une solution mise en place par une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring. Solution d'IA très chouette, avec une prise de vidéo dans la bouche d'un résident d'EHPAD, par exemple. L'IA va redresser la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Donc ça, c'est le dispositif tel qu'il s'applique. L'Union des dentistes, donc la société savante, nous a demandé avec Etikia de concevoir un protocole de garantie humaine. Donc, ce qu'on a fait, en tenant une première session au mois de décembre dernier, on a réuni un collège de garantie humaine qui rassemble 4 chirurgiens dentistes réviseurs mandatés par l'Union des dentistes, sans lien d'intérêt avec la start-up, des représentants des établissements, professionnels patients, et Dental Monitoring. Donc, le fabricant est aussi associé à l'exercice. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu 30 dossiers déjà traités par l'IA en y appliquant un deuxième regard humain a posteriori. Et le mécanisme qui a été... Donc c'est après le développement qu'intervient cette garantie humaine? La garantie humaine, en fait, intervient à 2 niveaux. On a recommandé, et ça a été suivi des faits, que la start-up se dote d'un chirurgien dentiste dans ses effectifs, pour faire une première révision a priori dès la conception de l'algorithme. Et puis là, la garantie humaine que je décris, le collège de garantie humaine, s'applique au fil du temps en vie réelle. Vous avez déjà présenté dans SmartTech des solutions d'IA incorporant du machine learning. Oui. Vous savez, cet apprentissage automatique qui fait que d'une certaine manière, l'algorithme se modifie au fil du temps, il s'améliore. Mais s'il se modifie, ça veut dire que ça inclut un risque d'en perdre le contrôle et de l'appréciation éthique que l'on faisait de cet algorithme au début du processus peut ne plus être la bonne au bout de plusieurs mois, plusieurs années d'apprentissage machine. Donc là, le collège de garantie humaine, sur cette solution-là, va se réunir 3 fois par an pour porter un regard qualitatif sur les résultats de l'algorithme et en déduire, ce qui est là le cas sur l'expérience dont je parle, soit des mesures de reformation des professionnels, parce que des fois l'IA voit des choses que les professionnels n'auraient pas vues, soit en sens inverse, le regard humain, l'expérience humaine, mais aussi la pratique médicale, font qu'il y a à corriger cet algorithme pour tenir compte de paramètres. Par exemple, il peut y avoir en général, vous avez des algorithmes qui soit intègrent un paramètre comme la reconnaissance d'image, d'autres algorithmes plus complexes qui en incluent plusieurs. Et donc là, le regard humain permettra de requalifier la valeur relative des différents paramètres. Merci beaucoup, David Gruson, directeur programme Santé Jouve, fondateur d'Ethic IA, pour ces explications sur la garantie humaine. Donc, on voit vraiment arriver cette garantie humaine de l'IA dans la santé, dans les textes de loi en France, mais c'est aussi une application qui a une vocation européenne. Alors, à suivre notre talk au changement de sujet, mais on reste quand même dans la robotique avec l'industrie du futur et des robots qui deviennent des cobots. Alors on est parti à la découverte des robots industriels. On va voir ce qu'on appelle un cobot, un robot collaboratif. La différence avec les robots industriels qui sont apparus largement dans l'industrie depuis le siècle dernier. On va aussi s'intéresser aux progrès qui ont été réalisés en robotique et aux nouveaux usages qui restent à inventer pour cette industrie 4.0, industrie du futur. On en parle avec Marc-Henri Frouin, fondateur et président de Nirio, acteur français dans la robotique industrielle. Vous avez créé notamment le Nirio One, qui était votre premier robot collaboratif pour l'éducation et la recherche basé sur des technologies open source. On aime beaucoup ça dans SmartTech. Et nous avons Ned, son successeur, qui est en plateau. Avec moi également Martin Duterte, qui est responsable du réseau partenaire intégrateur et du programme éducation d'Universal Robot. Universal Robot, c'est une entreprise qui a été créée au Danemark en 2005 et a vendu 50 000 cobots dans le monde, ce qui représente environ 50% de part de ce
ce marché. Alors peut-être, comme j'ai spécifié que vous étiez une entreprise française, peut-on voir, Marc-Henri, ensemble, quelle est la place des Français aujourd'hui dans la robotique industrielle? Alors effectivement, Une petite place ou une grande place? c'est une place qui s'offre devant nous. On a la chance d'être sur un territoire sur lequel il y a énormément de choses et de potentiel à aller chercher. Et donc aujourd'hui, on est à peu près 16e, je crois, en termes d'implémentation de robots industriels, en termes de ratio par rapport au nombre d'employés dans ces usines. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un potentiel assez énorme parce que les industries veulent justement se réindustrialiser, rééquiper leur production, leur ligne de production, etc. Et c'est là où effectivement donc, la robotique au sens large a un sens et la robotique collaborative encore plus pour garder justement Les champions aujourd'hui, c'est qui? C'est les Allemands en robotique industrielle en Europe? Les Allemands, les Américains? Oui, effectivement. Donc, les Allemands sont quand même assez loin devant nous. Après, il y a également donc, la Corée du Sud, enfin, à l'étranger, qui est également loin devant. Mais on a du coup un potentiel. On se rend compte qu'il y a une dynamique politique aussi en ce moment avec cette réindustrialisation, l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Et donc, on a cette chance aujourd'hui, donc par rapport à Nirio, mais de rentrer sur ce marché qui a tout pour nous permettre de réussir. Alors, vous le disiez, en particulier avec ces nouveaux robots qui sont les cobots, des robots collaboratifs. Martin, quelle est la différence avec les robots industriels? Je disais qu'ils sont arrivés quand même depuis le siècle dernier dans nos usines. Alors absolument, les robots industriels prtravaillent depuis à peu près 40 ans dans tous les secteurs de l'industrie. Donc ce sont des robots qui sont assez lourds, qui peuvent transporter des charges très importantes et qui sont généralement amenés à travailler encagés dans une enceinte de sécurité, donc loin des opérateurs. Et donc les cobots, qui ont été inventés par Universal Robots, sont des robots qui sont plus compacts, plus faciles à programmer et qui permettent donc d'automatiser des tâches répétitives et pénibles de manière simple pour les entreprises. Alors ça, c'est ce que faisaient déjà les robots, automatiser des tâches pénibles. Absolument. Donc les cobots, en fait, ils apportent la nouveauté de pouvoir travailler à proximité des opérateurs, en toute sécurité, donc sans enceinte de protection. Donc il y a une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'on a des ouvriers qui vont manipuler ces robots, où ils se partagent le travail. Comment ça fonctionne? Exactement, donc l'objectif c'est d'avoir des robots qui peuvent travailler à proximité des opérateurs, en toute sécurité, en partageant leur espace de travail et en prenant en charge les tâches à faible valeur ajoutée. Comme si on travaillait à côté d'un autre être humain finalement. Exactement. Effectivement, on aime bien nous utiliser le terme de compagnon, parce que c'est un compagnon de travail. Donc Universal Robots, effectivement, a lancé, je pense, ce terme robotique collaborative. Et donc ici, en fait, on a un exemple avec le NED en format réduit. Là, on est vraiment sur un robot pour l'éducation et la formation. Donc il faut imaginer ça plus gros, plus robuste, etc. pour le domaine industriel. Mais on a un petit robot qui est manipulateur, un bras manipulateur qu'on peut, en tant qu'opérateur, venir prendre, déplacer, donner des points de position. Et le robot va, lui, vous voyez, avec une pince au bout du robot, saisir un objet, le déplacer, effectuer des actions, enfin diverses et variées. Et donc, on a cette capacité, en tant qu'opérateur, de reprendre la main sur la machine et donc d'avoir un réel outil de production à sa disposition. Et qui sont les premiers clients de ces cobots, alors je veux dire à la française? Alors, c'est donc les entreprises de toute taille. C'est réellement l'ambition d'Universal Robots de rendre la technologie robotique accessible au plus grand nombre d'entreprises. Donc on retrouve parmi nos clients, bien sûr, les grands groupes industriels, l'automobile qui a tiré la croissance de l'industrie robotique depuis 40 ans. Et nous, on s'adresse justement plutôt aux PME et aux TPE qu'elles utilisent le robot comme un outil de compétitivité afin de pouvoir accompagner leur croissance. Et en quoi ça permet d'avoir un outil de compétitivité par rapport au robot traditionnel? Donc il est plus petit, plus léger, moins cher? C'est ça, donc en fait on a un vrai sujet d'agilité, on gagne en agilité, c'est-à-dire qu'un robot industriel, c'est complexe à déployer, c'est lourd, ça demande un investissement important en termes d'équipe, en termes de compétences, en termes d'expertise et même en termes d'infrastructure, parce qu'on est obligé de ramener des grillages complètement autour du robot, etc., etc. Et donc cette complexité, cette lourdeur permet du coup d'automatiser sur des visuels de production qui nous permettent, voilà, on sait qu'on veut une ligne pour 5-10 ans de production, voilà, on va investir dans la robotique industrielle. Là, le retour sur investissement est génial.
Et c'est très ça. rapide, un an en moyenne. Ouais. Et donc, pour répondre à votre question, l'apport aussi des cobots, c'est la flexibilité dans la possibilité. Alors moi, je parlais des robots, parce que là, on était sur les gros robots Oui. qui sont super efficaces en termes de retour sur investissement. Est-ce qu'avec un cobot, on a le même niveau de rentabilité? Alors tout à fait, parce que donc il va être possible de les déployer sur plusieurs applications dans l'entreprise. Donc comme ils sont faciles à programmer, ça c'est une réelle innovation par rapport aux robots industriels qui étaient très lourds, très complexes, réservés aux ingénieurs. Ce sont des robots qui sont faciles à prendre en main par les opérateurs pour les accompagner sur leurs tâches. D'accord, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer, on peut les retrouver à différents postes au sein d'une usine? Tout Ouais, à fait. ça vit en fait avec la vie de l'usine. Donc un robot collaboratif va pouvoir être déployé une fois à un endroit et redéployé à différents endroits au fur et à mesure du temps. Et donc c'est cette agilité-là que le client paye. Il ne faut pas le transformer quand même pour qu'il fasse d'autres tâches? Parce qu'ils ont quand même des formes spécifiques qui sont dédiées à un type de manipulation. Alors, si on prend l'exemple du net, comme ça on va pouvoir Ouais. comprendre. Donc on a ici en fait un robot. Donc quand on parle de robot, on parle de bras manipulateur. Ouais. Donc on a ce bras manipulateur qui peut bouger dans différentes positions. Sur celui-là, on a 6 axes de rotation. Donc c'est le minimum pour être capable d'attraper des objets dans toutes les positions. Et au bout de ce robot, on vient insérer donc une pince, donc un préhenseur, ça s'appelle un préhenseur, qui peut avoir en fait différentes formes. Là, j'en ai ramené qu'un, mais on peut en amener plein d'autres pour différents usages. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est simplement changer cette main au bout du robot, et après, on vient le reprogrammer soi-même par apprentissage pour être capable de répéter une autre tâche. Donc en fait, en quelques instants, on a la capacité du coup de le redéployer à un autre endroit de l'usine. Et D'accord. donc, encore une fois, ce robot NED, là, elle n'est qu'une représentation à l'échelle petit format, parce que nous, on le vend dans le cadre de la recherche universitaire. Mais il faut imaginer la même chose, et c'est ce que Nirio est également en train de développer, plus gros, plus intelligent, pour être capable de répondre à des enjeux industriels. Et comment est-ce qu'on peut garantir justement qu'on apporte une sécurité totale à tous ceux qui vont travailler avec ou à côté de ces cobots? Alors la particularité du cobot, c'est d'être justement conçu pour pouvoir travailler à proximité des Enfin, opérateurs. il n'est pas à l'abri Alors, d'un pour coup de cela, folie, de s'enrayer, je ne sais pas. Alors j'ai envie de vous dire que si, puisque donc il y a des normes de sécurité en la matière qui régissent les fonctionnalités de sécurité de ces robots. Et donc les robots Universal Robots comportent 17 fonctions de sécurité qui sont certifiées selon les normes en vigueur pour par exemple s'arrêter si un opérateur vient se trouver sur la trajectoire du robot. Si le robot rentre en contact avec la personne, il aura la capacité de le sentir et de s'arrêter pour justement protéger Ça, ce sont l'opérateur. des normes spécifiques pour les cobots qui ont été créées pour ces types de robots? Ce sont des normes qui concernent toutes les fonctions de sécurité des machines industrielles. Elles ne sont pas spécifiques aux cobots. Il existe des normes spécifiques aux cobots, mais pas pour les fonctions de sécurité. Et ce sont alors, des normes c'est générales. pour ça que je vous titille là-dessus. Hein. En quoi celui-ci va être plus rassurant qu'un autre robot, Alors, si on a les mêmes normes de sécurité? il y a plusieurs choses. Un, ils sont équipés de différents capteurs de collision sur chaque axe. Là où un robot industriel n'est incapable complètement de détecter lorsqu'il va, par exemple, taper avec un opérateur, le D'accord, robot collaboratif le sent et s'arrête. d'accord. Et donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il va travailler moins vite. Donc en travaillant moins vite, avec ces capteurs de sécurité, alors le robot s'arrête. On est capable donc de faire des cobots industriels 100% français aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Alors, je vais vous dire oui, parce que c'est une vraie ambition que Nirio porte. Donc bien sûr qu'on en est capable et on va l'être de plus en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que aujourd'hui je souhaite représenter ici. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Même si vous êtes au Danemark, vous, Tout à Universal fait. Robot. Mais on peut relocaliser de la production robotique industrielle. Alors aujourd'hui, il y avait un constat qui était un manque de compétences en robotique en France, Oui. qui est donc adressé par tous les grands constructeurs de robots et par Universal Robots à travers l'éducation. Donc nous, on lance une offre spécifique pour l'éducation, qui est destinée à accompagner les enseignants qui sont en charge d'enseigner la robotique dans les établissements de tout niveau, en leur fournissant du contenu pédagogique, des exercices pratiques pour les étudiants et des modules de formation en ligne, justement pour faciliter la prise en main de la technologie. C'est intéressant parce que tous les deux, vous me parlez en fait de robots dédiés à l'éducation et à la recherche. C'est-à-dire vous reprenez le problème à la racine, hein, finalement. C'est d'abord, il faut former cette filière Voilà. robotique industrielle. Est-ce que l'arrivée, on a beaucoup parlé de l'arrivée des robots dans l'industrie qui allait limiter les effectifs dans les usines et donc permettre d'être plus rentable. Est-ce que l'arrivée de ces cobots vont engager aussi une réduction des effectifs ou au contraire les augmenter? Alors au contraire, c'est plutôt une technologie qui va permettre aux entreprises de croître
et donc avec cette croissance d'embaucher des salariés. Chez Universal Parce qu'en Robots, fait, ils ne travaillent pas tout seuls, donc il faut absolument qu'il y ait de l'effectif humain avec. Tout à fait. Donc déjà, c'est une technologie qui est facile à prendre en main. Donc si on a la possibilité de faire monter en compétences des opérateurs peu qualifiés pour qu'ils deviennent pilotes de ligne et pilotes de robots. Et à côté de cela, évidemment, vous avez la nécessité d'embaucher des ressources pour programmer ces robots et les maintenir au sein de l'entreprise. Chez Nerio, on parle de redonner la force à l'opérateur. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est que l'opérateur aujourd'hui, il fait des tâches qui sont à basse valeur ajoutée et il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre. Et ça, les industriels nous l'indiquent. Donc en fait, les industriels sont face à un marché qui est de plus en plus exigeant, avec des outils de production qui ne sont pas agiles et une main-d'œuvre qui se tarit. Et donc en fait, le robot collaboratif, au contraire, est vraiment là pour sauver ça et être capable de gagner en productivité, gagner en agilité, tout en valorisant l'opérateur. Donc en fait, c'est quand même un combo, je pense, gagnant. Pour citer un exemple d'une PME située en Moselle en France, qui a aujourd'hui 5 robots Universal Robots, qui a installé son premier robot il y a 8 ans. Et en 8 ans, ça leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 70% et d'augmenter leurs effectifs de 50%. Donc c'est complètement à contrario de l'image que l'on a de la robotique industrielle qui supprime des emplois. Et également pour l'Allemagne, qui est le pays le plus robotisé d'Europe, qui a un taux de chômage qui est inférieur à 10%. Donc c'est réellement... C'est aussi un bon exemple, absolument. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont déjà plus avancés dans l'utilisation de ces cobots ? L'automobile de manière générale, mais ça je pense que mon confrère pourra en parler mieux que moi. Nous on travaille sur des segments, donc encore une fois la recherche, donc c'est des sujets un peu d'innovation et un peu à part. Dans le domaine industriel, on travaille notamment avec Bonduelle dans l'agroalimentaire, justement pour gagner cette agilité qu'ils n'ont pas forcément. Ils souhaitent effectivement investir dans la robotique collaborative au sens là. Donc en fait on voit différents secteurs et de manière générale, ce sont les secteurs les plus automatisés qui sont d'abord dans un premier temps tournés vers cette robotique collaborative. Mais on se rend compte qu'elle va pouvoir toucher un pan beaucoup plus large, jusqu'à effectivement les PME, etc., qui n'ont pas eu l'habitude forcément d'automatiser leur process. Alors oui, vous parlez des PME, mais quel est le coût aujourd'hui d'un cobot ? Alors un robot Universal Robot, ça coûte entre 20 et 40 000 euros selon les modèles. Et on le garde combien de temps ? On peut le garder à vie. Parce qu'après, il y a des histoires de maintenance, j'imagine. C'est pour ça que nous, Nerio, la gamme industrielle qu'on est en train de développer, on essaye de réfléchir non pas à un prix forcément unitaire en termes de robots, je l'achète une fois et voilà, mais en termes de package pour avoir des sujets un peu de location destinés effectivement à des temps où j'en aurais besoin et puis capable de le rendre si jamais j'en ai plus besoin, etc. pour justement accompagner la vie de l'entreprise au moment où c'est nécessaire. Oui, parce que si on souhaite justement transformer, modifier son usage, il faut revenir vers le fabricant du robot pour le modifier. On ne peut pas faire ça tout seul. Alors pas forcément justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le robot c'est justement un bras manipulateur qui va pouvoir servir à faire nombre d'applications différentes, que ce soit de la palettisation de produits, du chargement ou du déchargement de machines, des applications de contrôle qualité par exemple. Et pour le reconfigurer sur différentes applications, il suffira de changer son préhenseur. Donc la pince qui porte au bout et qui va permettre de déplacer. On rachète un accessoire en fait. Exactement, on change d'accessoire et ça permet de réaliser une nouvelle application. Est-ce qu'il y a des usages qui vont permettre d'émerger dans l'industrie, des nouveaux usages qui restent à inventer avec ces nouveaux types de robots ? Alors le champ des possibles est infini et n'a de limite que l'imagination finalement des concepteurs, des utilisateurs et des intégrateurs de robots. On voit des nouvelles applications qui apparaissent tous les jours. Oui, alors, vous avez des exemples peut-être ? Je suis complètement persuadé, oui, je vais pouvoir en donner. Sachant qu'en plus, autour de cette robotique-là, on travaille, nous, chez Nerio, sur des sujets d'intelligence, notamment artificielle, et de l'intelligence par le biais de la vision. Et en fait, ces briques techno qui sont en train d'arriver vont permettre aux robots d'être encore plus intelligents, encore plus autonomes et encore plus pertinents sur ces tâches. Et donc c'est grâce à ça avec aussi. des caméras qui seront intégrées. C'est ça. Donc en fait, il faut imaginer la solution industrielle qu'on est en train de développer, donc un robot plus gros qui est sur une base qu'on peut déplacer sur une ligne, avec des capteurs au-dessus de lui, notamment des caméras, qui lui permettent de représenter un espace 3D autour de lui pour être capable de comprendre exactement ce qu'il y a. Alors, si j'ai quelque chose à saisir, je le prends, je le déplace, etc., etc. Et donc cette intelligence qu'on amène permet effectivement d'aller créer des nouveaux usages. Et ça, c'est toute la révolution technologique qui est en train d'être donnée grâce à ça. Et qui est-ce qui réfléchit là-dessus ? Qui travaille là-dessus ? C'est vous ? Ce sont les industriels ? Comment on fait pour faire émerger cette industrie du futur en France ?
c'est vraiment tout le monde et c'est pour ça que l'engagement politique pour moi est très important parce que ça donne des dynamiques sur lesquelles il y a plein d'acteurs en même temps, que ce soit à la fois, comme on l'évoquait, mais le côté de l'enseignement, de la formation est hyper important parce que s'il n'y a personne capable de reprendre un peu les briques techno, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, il faut que les industriels, effectivement, se rendent compte de cette nécessité-là. Et il faut effectivement, après, des experts. Enfin, tout le tissu, en fait, industriel a besoin de comprendre ça. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est une dynamique globale à porter. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence dans ces marchés-là. C'est plutôt voilà, un objectif commun à aller chercher. Et d'ailleurs, on le voit parce que le marché grossit plus de 50% par an. Aujourd'hui, il pèse, je crois, un peu moins de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle planétaire et il est estimé à plus de 7 milliards en 2026-2027. Vous voyez qu'il y a une marge de progression vraiment énorme. On se rend compte que cette dynamique vraiment va porter beaucoup, beaucoup de personnes. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Martin ? Tout à fait. Et, donc, je dirais que pour faire émerger les applications cobotiques en France, c'est aussi notre rôle en tant que fabricant d'accompagner les clients en leur faisant découvrir quelles sont les possibilités de notre matériel et quelles sont les applications qu'ils pourraient automatiser dans leurs ateliers de production. Merci beaucoup à tous les deux. Marc-Henri Frouin, fondateur et président de Nirio, et Annette qui était avec nous en plateau. Merci à Martin Duterte, responsable du réseau partenaire intégrateur et du programme éducation d'Universal Robot. Juste après la pause, on va repartir sur la question de la sécurité des caméras de vidéosurveillance avec l'alerte cyber de Damien Bancal. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité et fondateur du site d'alerte zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Alors vendredi dernier, dans le débrief de Smartech, on a parlé de ce piratage de 150 000 caméras de vidéosurveillance installées par Verdaka, la société Verdaka. Quelle est votre analyse de cette affaire, Damien ? Alors, rapidement, parce que beaucoup de gens en ont parlé, moi, je vais juste vous passer le côté détente du mot de passe qui était accessible par quelques tours de passe-passe informatiques. Et c'est plutôt gênant parce que ce tour de passe-passe permettait quand même d'accéder à des prisons, des écoles, des hôpitaux ou encore des entreprises. C'est loin d'être négligeable, des entreprises comme le constructeur automobile Tesla. Alors, c'est un rappel surtout qui est loin d'être négligeable aussi. Et pourquoi ? C'est pour les dangers des objets connecté. Une fois de plus, l'objet en lui-même n'est pas le problème, c'est pas le bout de plastique qu'on a en main qui est le problème. Non, le problème, c'est plutôt l'œil et le cerveau censés protéger tous ces objets. Et la cybersurveillance, le piratage de ce genre d'espace de cybersurveillance, donc des caméras de vidéo, c'est pas nouveau. Un exemple, en 2017, j'avais repéré un pirate informatique. Il s'était attaqué à 1500 caméras de vidéosurveillance françaises. Alors lui, entre parenthèses, s'était contenté simplement de modifier le mot de passe, mais aussi, et ça c'est encore plus grave, d'afficher un message ordurier dans l'intégralité des écrans qui permettait normalement la cyber. Ça touche tous les secteurs qui utilisent des caméras de vidéosurveillance, il n'y a pas d'exception. Ah oui, non, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment pas une exception et malheureusement, c'est pas exceptionnel et c'est ça qui fait peur. Parce qu'on ne cesse d'entendre aujourd'hui que les pirates s'intéressent maintenant aux vidéosurveillance, il y a 15 jours aux hôpitaux, à la santé. Non, on ne cesse de le dire, les pirates informatiques, pour eux, c'est un même business partout. Ils veulent des données, ils veulent y accéder et peu importe ces données. Alors quels sont leurs modes d'action, Damien ? Alors, c'est malheureusement une simplicité qui fait froid dans le dos. Je m'explique. Pour Vergada, par exemple, prise en main des comptes à privilège d'employés, des employés dotés d'un accès administratif. En gros, s'il fallait faire simple, pour ceux qui connaissent la bande dessinée Is No Good, ils sont devenus califes à la place du calife, ou plus drôle, façon de parler. Eh bien, c'est simple. Une fois qu'ils ont accédé aux clés, ils avaient l'accès à ce qu'ils souhaitaient. Et il est là le véritable problème. Alors, je vous ai trouvé cette semaine des exemples qui, là aussi, nous touchent toutes et tous avec cette vidéoprotection. Et pas seulement sur une société américaine basée à plus de 8000 km de vous. Non. Prenons d'abord le côté business pirate. Il n'y a pas une journée où je ne découvre pas une transaction malveillante concernant des vidéos de surveillance. Alors, dans l'image qui va suivre, on voit quoi ? On voit un pirate informatique qui a diffusé il y a quelques jours
plusieurs centaines d'accès à des caméras de vidéosurveillance françaises. Alors il a lâché ça en pâture, hein. Malheureusement, comme d'habitude. Eh bien, il fait quoi? Eh bien, il attire l'acheteur pour d'autres produits. Il est même possible dans certains cas, alors là, moi, ça me fait peur parce que je me dis qu'ils seront capables de réfléchir et de trouver le moyen d'y accéder. Eh bien, vous avez des espaces où vous pouvez passer commande auprès d'un pirate et vous dites, voilà, est-ce qu'il est possible d'accéder aux vidéosurveillances de telle entreprise, tel entrepôt? Et là, je ne vous parle que du business des voyeurs. C'est-à-dire le business des voyeurs. Ah bah le problème c'est ça, c'est que le business des voyeurs c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on a vraiment des pirates informatiques qui se sont intéressés aussi à nos vies privées. Alors je vous parle pas de la vôtre, Delphine, ou de la mienne, mais de ceux qui aiment par exemple se mettre tout nus sur internet et l'envoyer à leur petit ami, à leur petit copain, peu importe. Eh bien j'ai des pirates informatiques aujourd'hui qui se sont spécialisés dans l'infiltration d'ordinateurs et de comptes Snapchat, Instagram, pour faire quoi? Eh bien pour accéder aux photos, aux vidéos osées des propriétaires. Et ensuite, eh bien, les photos, elles sont revendues sous le manteau. Et ça fait peur. Et ça peut servir par exemple à du chantage. Oui, il est là le problème, c'est que d'abord, ça peut servir à tout simplement une seule chose, c'est se faire de l'argent. Aujourd'hui, on a des populations de voyeurs qui veulent des photos qu'ils appellent d'amateurs. Il y a aussi des professionnels qui les achètent et qui les revendent en les mettant sur des sites internet dédiés à ça. Et on a aussi l'aspect chantage. Je vous ai vu sur tel ou tel site de rencontres intimes et très particulières. Eh bien, si vous ne souhaitez pas que vos voisins ou vos collègues le sachent, eh bien, il faut payer. Bon, Damien, question ultime, on se protège comment? Alors la première chose, comme vous venez de le voir là, on vient de voir des captures écran d'un site russe qui permet d'accéder à des caméras de vidéosurveillance non protégées. Eh bien le b.a.-ba, c'est la veille, c'est regarder si tout se passe bien chez vous. Alors ça veut dire que déjà, on évite de se dire qu'on est un génie de la vidéosurveillance, qu'on est un génie de l'informatique, qu'on est un génie du cyber. Ça n'existe pas. On fait appel à des professionnels et parmi eux, on a les guides de l'ANSSI, on a les guides de la CNIL, mais aussi de la Gendarmerie nationale qui dispose d'équipes spécialisées dans le conseil à la vidéosurveillance, dont les fameuses règles RGPD. Faut-il ne pas l'oublier quand même. Ensuite, on n'oublie pas de changer son mot de passe usine des appareils. Ça veut dire que quand vous achetez ce superbe matériel avec les caméras, n'oubliez pas qu'il peut y avoir un mot de passe usine, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Modifiez-le. Et ensuite, bien sûr, très important, eh bien, vérifier véritablement que ça fonctionne bien et que d'autres n'y ont pas accès. Et donc, il faut faire auditer son appareil par des spécialistes, mais il ne faut pas se tromper de spécialistes non plus. Il faut tomber sur des vrais. Heureusement, oui, mais heureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes qui sont spécialisés dans ce sujet-là. Ok, ça coûte un petit peu d'argent, mais moi, je préfère dépenser 100 € demain pour payer un spécialiste qu'être obligé de rembourser, par exemple, 10 000 dans des réparations, voire un avocat. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Damien Bancal. Ça vaut le coup de faire attention et d'investir dans sa cybersécurité. Damien Bancal, je rappelle que vous êtes journaliste expert et merci encore pour vos alertes dans Smartech et votre travail au quotidien sur zataz.com. Alors à suivre, on part sur notre opération Smartech contre Covid avec une nouvelle technologie qui va peut-être nous aider à sortir un peu plus vite de cette crise sanitaire. Alors tous les lundis, dans Smartech, nous mettons en avant des technologies qui peuvent nous aider à combattre la propagation du virus et accélérer un retour à la vie à peu près normale. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous partager sa découverte. Bonjour Eva. Bonjour Delphine. Pardon, vous êtes venue accompagnée d'Alexandre Okorokov. Je l'ai bien prononcé? Tout à fait. Magnifique. Président-directeur général d'Oco Solutions, à qui on va pouvoir poser des questions. Mais d'abord, on va laisser Eva nous présenter cette technologie. Une solution de purification de l'air, Delphine, pour tout type de lieu actif contre les virus, et notamment celui de la Covid-19. Un purificateur donc pour tout type de lieu, les locaux de Bismart par exemple, pourquoi pas, mais aussi dans des commerces, des cantines scolaires, tout type de lieu et tout type de maladies également. Il prévient des allergies, des maladies respiratoires et des maladies contagieuses. Il s'agit donc, comme vous le disiez, de la technologie de pointe Sanuvox, une solution canadienne distribuée en France par la société Ocopure, dont nous avons aujourd'hui le représentant. Et alors, comment fonctionne-t-elle ? C'est une technologie qui utilise la puissance des ultraviolets. Le soleil, vous le savez, produit des UV,
Parmi eux, un rayonnement spécifique qui détruit et désactive les contaminants qui se trouvent dans l'atmosphère. Et bien ici, comme les rayons solaires UVC et UVV, les systèmes de purification de Sanuvox reproduisent les mêmes longueurs d'onde, ce qui apporte donc le même processus naturel de purification des lieux de vie. Est-ce qu'on peut dire que cette solution va garantir une efficacité à 100%? Eh bien Delphine, les tubes UV Sanuvox émettent non pas une, mais 2 longueurs d'onde. C'est ce qui fait leur particularité, car il faut une certaine dose d'UV pour détruire les microbes dans l'air. Ces longueurs d'onde sont identiques toujours à celles produites par le soleil. 95% UVC, c'est l'effet germicide, et 5% UVV qui détruit, lui, les odeurs. La forme du système du tube UV en forme de J permet, elle aussi, de maximiser le temps de contact de l'air avec les UV afin d'être efficace à 99,99% dans la destruction de bactéries et des virus. L'air est aspiré, il passe dans la lampe UV et la lampe le recrache. L'air est nettoyé de ces bactéries, Delphine. Car le temps de contact avec l'air a aussi son importance. Plus le temps de contact de l'air avec le rayonnement UV est long, plus l'énergie UV se transmet pour une destruction maximale des contaminants. Le virus de la Covid-19, Delphine, par exemple, résiste jusqu'à 72 heures sur certaines surfaces et jusqu'à 3 heures dans l'air. Plus résistant à l'énergie UV, il doit donc être exposé à 2 fois plus de quantité énergétique d'UV que pour les bactéries. Je représente notre invité, Alexandre Korokov, président directeur général d'Ocosolutions, qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous nous avez amené 2, même 3 purificateurs. Est-ce que déjà, première question, avant le Covid, ils permettaient déjà de toute façon d'éliminer les bactéries et les virus dans l'air? Tout à fait. Sanuvox existe depuis 25 ans. Ce ne sont pas des opportunistes de la Covid-19. Nous, on a pris la distribution exclusive de Sanuvox en août 2019, avant que la Covid existe. Et moi, j'avais tout de suite vu l'intérêt par rapport à mon milieu d'origine, qui est l'orthopédie, donc c'est dans le paramédical, par rapport aux problèmes d'odeur et de virus par rapport aux prothèses. Et c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Effectivement, avec l'arrivée de la Covid-19, c'est devenu une évidence que, vu qu'on détruisait déjà les pneumocoques, évidemment la grippe, bon, on va jusqu'à détruire les virus, les virus, les bactéries, mais le C difficile, qui est un des spores les plus complexes à détruire, qui demande le plus d'énergie. Donc, vu qu'on les détruisait déjà, la Covid n'était pas un problème, puisque c'est quelque chose qui est peu résistant aux UV. Ça a été publié dès janvier 2020. La Covid est très peu résistante aux UV. Alors là, on a d'ailleurs une des machines qui est en fonctionnement. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de bruit, donc on imagine que ça peut être placé dans des lieux, par exemple, de spectacle. Parce que vous avez parlé des cabinets d'orthopédie, mais quels sont aujourd'hui les lieux qui pourraient accueillir ces machines? Alors, aujourd'hui, on a équipé des écoles, on a équipé des laboratoires dentaires, des laboratoires de prothèses dentaires, on a équipé des dentistes, on a équipé des bureaux. Après, Sanuvox a équipé des très grands lieux comme des tours entières à Manhattan, la gare centrale de Montréal, le stade de Montréal. Donc ça peut être aussi bien des petits lieux avec une machine comme celle-ci qui va couvrir 45 mètres carrés. Avec celle-ci, on va couvrir jusqu'à 85 mètres carrés. Alors elle est un peu plus bruyante. Et par contre, pour des très grands lieux, on va se servir de la vidéo que vous avez présentée juste avant, qui s'appelle le BioWall, qui sont des tubes qui sont intégrés dans les conduits de climatisation. Et là, il n'y a pas de limite. Est-ce que, Alexandre Korokov, est-ce que vous avez modifié des éléments de votre technologie pour lutter contre la Covid-19? Non, le système est exactement le même. Le système est exactement le même. Nous avons des tubes à une puissance qui est calculée par rapport aux différents appareils et qui sont dimensionnés en fonction du flux d'air. Et comment vous vous engagez sur cette stérilisation de l'air à 99,99%? Alors, ce n'est pas moi qui m'engage personnellement, c'est Sanuvox, avec le professeur Normand Bray, qui a mis au point la technologie. Les UV sont connus pour être germicides. Ils sont déjà utilisés en médecine pour stériliser les appareils, pour stériliser tous les ustensiles. Les dentistes les connaissent parfaitement. Simplement, il faut avoir la bonne quantité d'UV.
C'est pour ça que Sanuvox n'utilise que ses propres tubes qui sont à leur marque, qui ont justement la garantie de donner cette quantité d'UV nécessaire. Qu'est-ce qu'une bonne quantité d'UV? Expliquez-nous. La bonne quantité d'UV, alors la bonne quantité d'UV, c'est une quantité par rapport au flux d'air. C'est-à-dire qu'en fait, la décontamination par les UV, c'est un temps d'exposition aux UV. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être parfaitement parallèle, l'air doit être parallèle au tube UV, de manière à pouvoir, le temps d'exposition aux UV, avoir la destruction totale par rapport au flux d'air. Voilà, moi j'ai une dernière question pour vous, Alexandre, c'est pourquoi ces purificateurs d'air ne sont pas davantage déployés? Alors, ils ne sont pas davantage déployés aujourd'hui parce que la technologie n'est pas connue. Quand je suis arrivé en août 2019 vers Sanuvox, moi-même personnellement, je ne connaissais pas la technologie. J'ai étudié la technologie, j'ai regardé, je suis parti au Canada pour apprendre, pour me faire expliquer toute la technologie chez Sanuvox, parce que j'aime bien voir personnellement, quand je prends une distribution, si ce sont bien des appareils fabriqués au Canada comme c'était annoncé. J'ai vu les chaînes de montage. C'est vrai qu'avec la Covid-19, ils sont passés de 2 chaînes de montage à 11 chaînes de montage. Et j'ai vu effectivement, on m'a expliqué la technologie, on m'a montré les tubes et la différence entre les tubes de la concurrence et les tubes de chez Sanuvox. Merci beaucoup Alexandre Okorokov. On est là pour ça, nous pour faire découvrir les technologies. Donc merci d'être venu en plateau. Merci aussi à Eva Bensadi pour cette découverte. J'espère que vous aurez apprécié comme moi aujourd'hui toutes ces discussions à travers des robots d'un nouveau genre qui arrive et cette garantie humaine qui va les encadrer. À suivre le lab où pitchent les entreprises du numérique. Et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.